On va commencer par quelques images. Les hommages ont déjà commencé un peu partout en France, notamment à Nantes, hommage à Samuel Paty. En attendant donc tout à l'heure l'hommage national officiel à la Sorbonne, c'est tout un symbole. La Sorbonne, symbole du savoir, de la transmission de la connaissance, symbole aussi, dit l'Élysée, de l'esprit des Lumières. Voilà donc tout au long de la journée, bien entendu, devant les écoles avec les reproductions des caricatures de Charlie Hebdo. 5 jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty, une enquête est donc ouverte pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. 7 personnes ont été déférées à un juge et parmi ces suspects, le parent d'élève qui a lancé la mobilisation contre le professeur ou encore le prédicateur islamiste, 2 collégiens mineurs également. Les précisions d'Anaïs Furtad. Le tueur de Samuel Paty a-t-il agi seul? A-t-il eu des complices? Dans la nuit de mardi à mercredi, 7 personnes ont été déférées pour être entendues par un juge antiterroriste. 7 personnes, dont 2 mineurs, ont été déférées cette nuit dans la perspective d'une ouverture d'information des chefs de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de complicité de tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Parmi les personnes interpellées, le parent d'élève qui a lancé la mobilisation contre Samuel Paty via les réseaux sociaux au début du mois. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale. Selon le procureur, ces vidéos et messages sur plusieurs jours ont inspiré le tueur. Le père de famille a aussi été en contact avec ce prédicateur et militant islamiste, Abdelhakim Sefrioui, fiché S. Le collectif pro-palestinien qui l'a cofondé vient d'être dissous par les autorités. Seront aussi entendus 3 amis du terroriste qui se sont livrés au commissariat d'Évreux. L'un d'entre eux aurait convoyé l'assaillant jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine. Enfin, 2 collégiens de 14 et 15 ans ont été présentés à un juge des mineurs. Il a en effet reproché de s'être maintenu en présence directe et prolongée d'Abdullah Anzorov l'après-midi du 16 octobre, après que ce dernier leur a fait savoir qu'il souhaitait entrer en contact avec M. Samuel Paty et d'avoir permis l'identification de ce dernier en le désignant, et ce, contre rémunération. Tout comme les 5 autres suspects, ils encourent des peines qui pourraient être très lourdes. Voilà pour les derniers éléments de l'enquête. Avec nous sur ce plateau, Denis Péchanski, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Vous êtes historien également, une discipline dont on parle beaucoup forcément aujourd'hui avec l'assassinat du professeur Samuel Paty. Vous êtes aussi co-responsable du programme 13 novembre. 13 novembre, bien entendu, les attentats du Bataclan, des terrasses notamment, du Stade de France. Peut-être d'abord une réaction au dernier développement de l'enquête. D'après le procureur et la justice française, tout concorde à dire qu'il y avait une véritable chasse à l'homme engagée sur les réseaux sociaux, basée, dit le procureur, à partir d'ailleurs d'informations erronées. Tout à fait. Alors pour moi, ça donne 3 pistes. La première, c'est qu'on est très très loin du mythe du fou isolé. Il est manifestement à l'intérieur d'un réseau. Il s'est connecté sur un réseau, et même si on n'est plus dans le dispositif des hommes qui viennent de Daesh, qui viennent de Syrie et qui agissent en France, ou bien qui sont en lien avec Daesh et agissent en France, là, ce sont des individus, mais qui se connectent sur des réseaux internes. Et là, ça, je pense que ça peut vraiment nous inquiéter. La deuxième piste, qui évidemment doit nous interroger, c'est l'articulation entre l'islamisme et un terreau sur lequel on pourra revenir, mais qui est un terreau favorable. C'est tout de même inquiétant de voir comment, dans cet établissement scolaire, des parents d'élèves, des élèves ont pu réagir comme ils ont réagi. Et ce n'était pas simplement pour une question d'argent pour les 2 qui sont pour l'instant en procédure de mise en examen, pas encore mis en examen, ils sont présentés au juge. Donc là, on doit aussi s'interroger sur cette articulation-là et sur la situation en France même, dans certains segments de la société. Et puis, il faut revenir au fond, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on s'attaque à un enseignant parce qu'enseignant. Bien sûr, il y a eu
un enseignant qui a été tué par Mera, mais dans une école juive. Mais c'était, je leur dis, attention, il a été tué comme juif et non pas comme enseignant. Donc on a une autre logique. C'est la singularité d'un antisémitisme radical, vraiment qui s'assimile à l'extermination. Oui. Mais là, pour les enseignants, s'attaquer à l'enseignant, c'est s'attaquer à la transmission, c'est s'attaquer à ce qui est le cœur même de notre République et à l'inscription dans les Lumières, dans le XVIIIe siècle de nos philosophes, avec les références aux valeurs héritées de la Révolution française, et puis, un siècle plus tard, s'ajoutant la République laïque. Et c'est pour ça qu'a été choisie, bien entendu, la Sorbonne, avec les symboles sûr que vous évoquez. On va s'y rendre dans quelques instants. Avec nous également en direct, Patrick Pelloux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste. Les Français vous connaissent bien évidemment aussi pour avoir été chroniqueur à Charlie Hebdo au moment où le journal avait été visé par les attentats des frères Kouachi. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux enseignantes et aux enseignants en ce jour d'hommage à Samuel Paty ? Ouais, moi, j'ai envie de leur dire que d'abord, on les aime, on est absolument tous avec eux. Ce qui s'est passé est dramatique. Je pense bien sûr à la famille de Samuel Paty, je pense aussi aux élèves et de son établissement et aux autres professeurs. Il ne faut absolument pas céder, vous voyez. Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, on s'était réunis le lendemain, on s'était posé la question, est-ce qu'on allait refaire le journal la semaine suivante? On l'a fait. Il faut continuer, il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer. Ils ne gagneront pas, ce qu'a dit le président de la République en disant ils ne passeront pas, c'est vraiment absolument essentiel. La laïcité doit être mise en avant, la culture. Ce ne sont pas des lois religieuses qui vont prendre le pouvoir en France. Et le fascisme islamique est quelque chose qui est rampant dans notre société. Je crois que le gouvernement a raison d'agir comme ils agissent. Parce qu'on peut tous être touchés et je pense qu'il y aura encore des attentats, vous savez. Restez avec nous, professeur Pelloux. On vous retrouve dans quelques instants. Patrick Pelloux. Marie-Françoise Chabat nous a rejoint. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été inspectrice d'académie, professeure d'art plastique. Vous avez exercé à Mantes-la-Jolie, à Sèvres également, région parisienne. Oui. Franchement, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, on en arriverait là ? Ah non, absolument pas. J'ai toujours eu le sentiment que c'était difficile d'enseigner et c'était précieux d'enseigner et de continuer à enseigner comme nous le faisions. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, cette situation. Et je pense que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a l'impression de le découvrir. Alors c'est nouveau parce que là c'est particulièrement dur. Mais c'était déjà annoncé, je crois, dans certaines pratiques et qui ne venaient pas que d'un seul, je dirais, domaine idéologique. On était bien dans une sorte d'ingérence systématique sur des contenus. De pression de pression, oui, de pression, puisque j'ai dû défendre des enseignants avec des délits d'enseignement concernant les œuvres présentées. Alors ça allait de Victor Brauner, parce que c'est un surréaliste et qu'il présentait des œuvres qui choquaient ses petits, ou bien des œuvres d'art qui... Ça fait longtemps, si vous voulez, qu'on a cette situation d'ingérence et de décision prise à l'encontre des enseignants sur les contenus d'enseignement. En histoire, les arts plastiques, la biologie en lettres, notamment. Alors en biologie, bien entendu, en sciences également. Mais c'est quoi cette histoire de pas de vague, on pourrait dire de pas de vaguisme? On découvre effaré que les profs disent, nous on nous disait pas trop de vagues, quoi. Donc, non, cette notion de pas de vague, je pense qu'elle est facile, elle est exagérée, surtout elle est très véhiculée, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est plus complexe. C'est-à-dire quand on est en établissement, il est difficile d'imaginer le climat à l'établissement. Ce qu'on veut, c'est qu'un enseignant soit bien dans sa classe. La classe est un lieu, une boîte noire, dans laquelle on a le droit au débat, on a le droit au conflit, quand un conflit est fertile, permet effectivement d'avancer des idées, d'en parler avec des adolescents, respectueusement, et surtout de le questionner. Et je pense que les enseignants doivent pouvoir conduire leur métier en toute sérénité, avec confiance surtout, à savoir que il ne s'agit pas d'exprimer une opinion quand on présente un sujet, il s'agit d'exposer un sujet au débat de la classe, avec la possibilité de se tromper, la possibilité d'avoir des arguments qui soient erronés. Ce sont des adolescents, des enfants parfois, et il est normal que le cœur même de la classe soit aussi l'espace où on puisse discuter. En revanche, ce qui nous paraît bien sûr impossible, c'est de relater de manière erronée les faits, de transposer à l'extérieur quelque chose de manière totalement fragmentée, hors contexte, en oubliant les programmes, en oubliant les enjeux, en ne parlant en fait que du micro-fait
qui a déclenché l'événement. Parce que ça donne l'illusion qu'on peut continuer finalement à travailler ou à traquer des contenus. Et on va voir justement quelles sont vos pistes et ce que vous préconisez tous les deux. Direction à présent donc la Sorbonne, université mondialement connue, bien entendu, lieu de savoir. Tout à l'heure, notre invité Denis Péchanski parlait aussi du symbole, de l'esprit des Lumières. C'est l'argument d'ailleurs avancé par l'Élysée pour ce lieu, parce qu'on aurait pu le faire finalement aux Invalides, comme c'était le cas d'habitude. Anaïs Furtad, bonsoir. On imagine que ça se prépare doucement. Quelle est l'atmosphère? Que sentez-vous? On imagine une émotion déjà palpable? Effectivement, Mohamed, ici, devant la Sorbonne, l'émotion est encore vive, 5 jours après l'attentat. L'hommage de la nation à Samuel Paty sera rendu à 19h30 dans la cour d'honneur de l'université La Sorbonne à Paris. Un lieu, vous l'avez dit, hautement symbolique, un lieu qui a été choisi en concertation avec la famille de l'enseignant. Ici, comme dans le reste de la France, toutes les personnes se sont tournées vers leur téléviseur ou derrière leurs écrans, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, pour assister à la cérémonie en direct, à distance. À l'intérieur, dans la cour d'honneur, pas plus de 400 invités seront admis. Parmi eux, bien sûr, la famille du défunt, mais aussi des enseignants et une centaine d'élèves franciliens. Ils liront notamment une lettre d'Albert Camus dans laquelle il rend hommage à son premier instituteur. Et à 19h50, le président Macron prononcera quelques mots d'hommage à la vie du professeur d'histoire-géographie qui a été assassiné quelques jours seulement après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Il sera aussi, vous l'avez compris, question de laïcité, de liberté d'expression et d'un message de soutien au corps enseignant. Enfin, comme annoncé par le gouvernement, Samuel Paty doit être décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Merci Anaïs pour ces précisions donc en direct de la Sorbonne. On précise d'ailleurs qu'on en sait un peu plus aussi sur cet enseignant qui aimait ses élèves. Samuel Paty avait d'ailleurs organisé, était allé à une formation à l'Institut du monde arabe. Il avait tenu, dit l'Institut du monde arabe, à ce qu'un concert de musique arabo-andalouse soit diffusé à ses élèves. Musique arabo-andalouse qui en dit long, bien entendu, sur les ponts qu'il voulait créer. Patrick Pelloux, des cérémonies, on en a eu hélas beaucoup en France. Qu'attendez-vous de ce que va dire Emmanuel Macron tout à l'heure au fond? On attend que le président de la République donne vraiment une profondeur et vraiment réaffirme le soutien de la nation pour les enseignants. Il est hors de question que des individus se permettent de juger ou d'orienter les programmes scolaires. Parce que si on fait ça, l'islamo-fascisme a gagné. Vous comprenez? Parce que ça va être, comme disait Madame, des œuvres d'art. Puis après, ça va être des vérités historiques comme la Shoah. Et puis après, on sait où ça va mener. On est vraiment dans une spirale épouvantable. Moi, je fais confiance au président de la République, vu la détermination qu'il y a par le gouvernement. Vous voyez, je veux que la France soit unie, qu'on soit unis, mais qu'il se passe quelque chose d'important contre cette montée du radicalisme religieux en France. Alors le président français a promis de frapper fort. Je me tourne vers vous, mais en quelques mots, parce qu'on va voir un sujet justement sur, vous savez, les fameuses 231 personnes qui sont fichées et qui sont susceptibles d'être expulsées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, cette fois-ci, a pris conscience de la mesure de ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir que ça fait quand même de nombreuses années que la situation nous inquiète, et, chers collègues, nous inquiète, nous, dans le corps enseignant, parce que le niveau de violence dans un certain nombre de quartiers est devenu absolument dramatique. Et nos collègues sont au front. Et le vrai enjeu, c'est de savoir, c'est ce que Patrick vient d'expliquer, c'est de savoir si on va vers l'autocensure. J'allais vous poser la question. Ou bien si les enseignants vont pouvoir affirmer, et c'est leur responsabilité, ce qui doit être dit et enseigné pour faire de tous ces élèves des citoyens, et qu'ils puissent le faire parce que la hiérarchie les soutient, qu'ils savent que la hiérarchie les soutient, que, bien entendu, l'appareil d'État est au service de ce pilier essentiel de la République, et donc qu'au plus haut sommet de l'État, on prenne ses responsabilités. C'est une chaîne. C'est-à-dire que si la société ne se mobilise pas autour
de cette mission, c'est une mission. Hein. Et je ne parle pas simplement de la mission des profs, c'est la mission de l'enseignement, c'est une mission qui doit être portée par toute la société. Alors on fait quoi le 2 novembre d'ailleurs? On remontre les caricatures, on organise un débat comme le préconisent certains. Vous, qu'auriez-vous fait en tant qu'enseignante face à vos élèves? Je pense que j'aurais, je dirais, désir profond, présenter les caricatures pour travailler sur cette question, justement, parce qu'on est dans le geste, dans le trait. On n'est pas dans une image, on n'est pas dans une photo, on n'est pas dans un nu, même si ça les choque. On est dans quelque chose qui relève d'un trait d'esprit, c'est-à-dire une capacité à créer un dessin qui en dit plus long qu'un grand discours. Et la preuve, c'est qu'effectivement, il percute. Et il faut aussi apprendre aux élèves, puisqu'ils sont, je dirais, entièrement couverts d'images saturées, d'images, de slogans, de prêts à penser de toute nature. Peut-être qu'on peut leur expliquer qu'un dessin est percutant effectivement parce que c'est un dessin. Et donc, il bouscule, mais ça mérite d'être travaillé, d'être réfléchi. Et c'est, que ce soit un artiste, je parlais de Victor Bronner à l'instant, mais j'ai eu à défendre un enseignant attaqué pour je dirais, blasphème par un diocèse. Hein, donc, on n'était pas du tout dans un même domaine, parce qu'il avait présenté une œuvre de Jésus de Jacques, de Gilbert Georges. On a eu effectivement un autre enseignant, je parlais de Victor Bronner. C'est-à-dire qu'on est en permanence confronté à des situations d'une moralité frileuse. Je dis bien frileuse, convenue, extrêmement fermée, extrêmement étriquée, je vais aller jusque-là, portée par des familles qui se pensent le droit de juger l'enseignement, les valeurs de la culture, les valeurs de l'esprit, les valeurs de la science, et c'est inacceptable. Quand je lis dans un site d'une école, alors d'une école salafiste, c'est vrai, je lis que l'obscurantisme des Lumières ou les Lumières obscurantistes, en parlant de la République française, en disant l'État amoral ou la République amorale, je ne peux pas le laisser faire. Je ne peux pas le laisser faire parce qu'effectivement, à un moment donné, quand on le souligne, il faut qu'on soit entendu. Alors, je vous propose de prendre un peu de distance parce qu'en fait, ces crispations, on les constate un peu partout. Nous sommes une chaîne, vous le savez, internationale et francophone. On a décidé de vous raconter une histoire. En tout cas, c'est notre partenaire Radio-Canada qui en parle. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Comparaison n'est pas raison. Il ne s'agit pas de laïcité, il ne s'agit pas de religion. C'est une professeure d'université d'Ottawa qui a été suspendue parce qu'elle a utilisé lors d'un cours d'histoire le mot « nigger » à des élèves. Et certains n'ont pas du tout apprécié. Elle aurait dû dire le fameux mot qui commence par « haine ». Regardez ce reportage et après on en parle. Une guerre culturelle. Certains n'hésitent pas à utiliser cette expression pour commenter la situation à l'université d'Ottawa. En cause, la suspension d'une professeure, Verouchka Lieutenant Duval, le 23 septembre dernier, suite à la plainte d'une étudiante. L'enseignante avait osé utiliser pendant un cours le mot en haine, comme on dit en Amérique du Nord. Comprendre le mot nègre qu'il ne faut pas prononcer. 34 professeurs ont signé une lettre de soutien et ce sont eux qui se retrouvent maintenant condamnés sur les réseaux sociaux. À l'intérieur de l'institution même, je me sens complètement minorisé, abandonné. La réaction du recteur de l'université n'est pas vraiment un soutien. Jacques Frémont faisant juste paraître un petit communiqué. Les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une microagression. La polémique a atteint maintenant des établissements d'enseignement supérieur du Québec. Les professeurs ont largement pétitionné pour soutenir leurs collègues. L'université, ce n'est pas un lieu de culte. Ce n'est pas un endroit où on doit tous chanter la même chanson. C'est un endroit où il doit y avoir de la diversité. Et le principe même de la liberté d'expression, c'est d'être capable d'entendre ce qu'on n'aime pas. Comme cette affaire touche une université francophone, la classe politique québécoise s'est aussi emparée de l'affaire. Tous les partis se sont succédés pour dénoncer une censure. Je crois que c'est une dérive que de vouloir l'écarter complètement parce qu'il y a des gens qui se sont réappropriés ce mot. C'est Césaire qui disait « nègre j'étais et nègre je resterai ». Il faut être capable de raconter cette histoire-là également. Pour autant, ils n'ont pas convaincu beaucoup de représentants de la communauté noire. Les anti-mots en haine pétitionnent aussi, et parmi eux, de nombreux enseignants. Voilà, on a choisi de vous montrer cette histoire parce qu'on est au cœur, semble-t-il, selon en tout cas ce recteur, et ça vous a fait bondir. Il dit liberté d'expression et droit à la dignité ne se contredisent pas. Peut-être d'abord vous, Patrick Pelloux, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce recteur n'a pas forcément soutenu l'enseignante. Il dit qu'il faut tenir compte aussi d'un climat de Black Lives Matter. On est dans toute cette période. Qu'en pensez-vous? Je soutiens l'enseignant. Je ne connais pas bien cette histoire. Mais a priori, je soutiens l'enseignant parce qu'à mon avis, il est là pour enseigner et donner des éléments de réflexion.
la manipulation est intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, par les réseaux sociaux, nous sommes avec une mondialisation de la manipulation. Et c'est assez intéressant de voir la volonté de casser ceux qui portent le savoir, qui portent la culture, qui portent l'émancipation intellectuelle, pour que quelques-uns réussissent à soumettre leurs pensées, que ce soit avec cette expression ou avec la radicalisation. Alors, Patrick Pelloux, on va faire tourner la parole juste. Vous avez bondi en entendant ce recteur. On a envie de vous dire comment on fait aujourd'hui. En mettant en avant simplement l'idée d'universalisme. Là, on a un processus de délitement dans toute une série de pays, et d'abord les pays anglo-saxons, mais ça vient en France. La responsabilité d'un certain nombre de mes collègues est immense dans la diffusion de cette pensée réductrice et qui aboutit à un émiettement de la société alors même qu'on doit la penser une. Ouais. Et alors, ça, c'est véritablement l'enjeu. Et ce qui se passe là, quand on parle... Alors, voilà, le président va parler de séparatisme, ou peu importe le terme. Ce qui se passe, c'est le défi auquel on est confronté. La nécessité de reconstruire un tout, et autour des valeurs partagées. Et de considérer que dans notre diversité, eh bien que cette diversité je dirais, participe de la richesse de l'ensemble et du un. On terminera par cette note d'espoir. Merci beaucoup à vous, chers invités, d'avoir été avec nous.